Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de cyclisme. On n'en avait pas encore fait de vidéo cyclisme dans cette année 2020 parce que la dernière vidéo c'était la présentation du Tour de France 2020 ou c'était les championnats du monde parce que j'ai pas fait au final le débrief de la course en ligne parce que j'ai pas eu le temps tout de suite et puis je me suis dit 10 jours après ça avait pas vraiment d'intérêt de le faire. Puis j'avais pas fait de bilan de la saison non plus équipe par équipe. Parce que j'ai eu la F1 à faire et que ça m'a pris quand même pas mal de temps à faire des débriefs F1 équipe par équipe et Moto Grand Prix pareil équipe par équipe. Eh bien on va faire le débrief un petit peu de ce début de saison. Alors je me suis arrêté au Tour de la Provence donc qui s'est terminé dimanche dernier. Voilà, il m'a fallu une semaine un petit peu pour tout rassembler les idées. Non, c'est que j'ai fait d'autres choses pendant ce temps-là. Je fais également le débrief Formula hier. Il tombera également ce week-end de la course c'était l'Ipri d'où non, l'Ipri du Mexique. Oui, je m'en souviens, mais l'intro la plus longue du nom. J'ai l'impression d'être Amixem. Mais peut-être avec beaucoup moins de talent. Alors on commence avec tout de suite donc le débrief cyclisme. On va voir les équipes qui ont plutôt bien marché en ce début de saison et puis les équipes qui ont plutôt été en difficulté sur ce début de saison. Il y a certaines équipes où ça n'a pas été top. Alors on commence avec Arkea qui pour le moment fait quand même un bon début de saison. Je regardais un petit peu les résultats d'Arkea sur ce début de saison et c'est vrai qu'il y a eu un très bon tour d'Arabie Saoudite, première édition du Tour d'Arabie Saoudite. Il y avait quand même des bons sprinters et Bouhanni a fait un très bon job, bien entouré également, il faut le dire, Nasser Bouhanni, parce que c'est quand même il est avec un bon train. Quand tu regardes de toute façon les coureurs qu'il y a dans l'équipe, c'est des coureurs qui déjà savaient quand même parfois lancer des sprints, mais c'est vrai que quand tu vois Connor Swift, moi j'ai vu également Benoît Jarier qui sait rouler, c'est un peu la machine à rouler, mais on voit aussi Maxime Bouet, Thomas Bouda également, Anthony Delaplace. Vous avez une équipe qui a la capacité de bien lancer. Daniel Maclay, j'avais oublié le Britannique également, qui était déjà chez Fortunéo, qui est revenu, il était passé chez EF Education First, ça s'est pas très bien passé pour lui. C'est plus un lanceur, c'est un coureur qui est très puissant, c'est pas un véritable sprinter, Daniel Maclay. Mais c'est une équipe qui est capable de lancer des sprints pour Nasser Bouhanni, parce qu'on le sait, la particularité de Nasser Bouhanni, c'est un très bon sprinter, mais il lui faut un train complet. Ça a toujours été son souci. Il a beaucoup de mal il a beaucoup de mal à être tout seul dans un sprint pour performer, ce qui a été son problème sur certaines éditions du Tour de France où il avait 2 coureurs, 3 coureurs et il avait du mal. Encore plus avant, parce que je trouve qu'il a progressé là-dessus, parce que sur le Tour de la Provence, il remporte un sprint. Le sprint qu'il a gagné, c'était pas avec un train complet, c'était avec 2-3 coureurs. Et pourtant, il a fait un très très bon sprint autour de la Provence. Donc moi, je dis, Nasser Bouhanni, il m'a l'air bien. Il m'a l'air bien, surtout qu'il m'a l'air en forme. Il y a Milan-San Remo qui approche. On sait que Nasser Bouhanni, c'est quand même l'un des sprinteurs qui grimpe le mieux. Donc, Milan-San Remo, en plus, on ne sait pas s'il y aura le Poggio. C'est encore un peu une inquiétude. Ça peut être quand même quelque chose d'intéressant. D'avoir un Nasser Bouhanni et puis avoir d'autres armes aussi, mais Nasser Bouhanni pour Milan-San Remo, c'est un très bon coureur. Et puis moi, je retiens également qu'il a réussi à sprinter avec un demi-train. Et ça, c'est intéressant pour le Tour de France parce qu'aujourd'hui, ils ont 3 leaders chez Arkea. On va parler, vous inquiétez pas, de Warren Barguil et de Nasser Bouhanni, mais ils ont 3 leaders. On ne sait pas encore qui ils vont emmener sur le Tour de France. Nasser Bouhanni ne serait pas l'option numéro 1. Mais bon, si c'était une option, parce qu'on ne sait pas, Nairo Quintana se blesse, ou parce qu'en fait c'était l'option numéro 1 du Tour de France et qu'on nous a menti, on pourrait faire 2-3 équipiers pour Warren Barguil, en sachant que Warren Barguil sait lancer les sprints aussi. Ça c'est très intéressant quand un grimpeur qui a cette capacité-là, parce que il a couru à la Sunweb, et qu'à la Sunweb, c'était pas la Sunweb je crois quand il y est passé, mais c'était une équipe qui obligeait tous les coureurs à participer au train
Donc il a souvent servi d'équipier à Degenkolb, à Kittel, donc il sait lancer des trains, il sait placer les coureurs. Et on se souvient que l'année dernière sur le Tour de France, il avait pris une 9e place. Dire qu'il a une science du placement, Warren Barguil, et qu'il a plutôt une bonne vitesse de sprint pour un grimpeur. Mais aujourd'hui, on pourrait imaginer un Tour de France avec Nasser Boigny, Warren Barguil, 2-3 coureurs autour de Warren Barguil et puis Nasser Boigny pour les sprints, et puis avoir une Vuelta. On sait qu'ils seront également normalement sur la Vuelta avec Quintana. C'est totalement envisageable de jouer la gagne avec Quintana sur la Vuelta, en sachant qu'il y a un peu moins de concurrence que sur le Tour de France, et puis jouer quand même les victoires d'étape sur le Tour de France. C'est envisageable. Moi, j'ai vraiment réfléchi. Alors après, on parle de Quintana. Quintana, il faisait sa rentrée au Tour de la Provence, impressionnant lors de l'étape qui arrivait à Chalais-Renard. Mont Ventoux, Chalais-Renard, hein, vous savez. C'est l'arrivée, pour ceux qui se souviennent, de Chalais-Renard. Thomas de Rent s'était imposé, et c'était le jour où Chris Froome, il y avait eu l'accident avec Chris Froome, il y avait Van Garderen et Richie Porte qui étaient rentrés dans une moto de France Télévisions, et avec Chris Froome qui court sans son vélo, c'était au Chalais-Renard. Donc on est arrivé au même endroit, et là Quintana nous a fait une Quintana, c'est-à-dire Quintana déjà il aime bien le Mont Ventoux. Et puis Mont Ventoux au mois de février, c'est pas le Mont Ventoux du mois de juillet, c'est-à-dire que il n'y a pas de stratégie. Dans une montée au mois de février ou au mois de mars, une montée aussi longue comme ça, c'est vraiment, ça se fait sur la forme du moment et la force physique. C'est vraiment la force physique. Il n'y a pas besoin de faire de stratégie, de coups, de rouler à certains moments et pas à d'autres. Voilà, ça se fait vraiment à la pédale. Et là, il a été très très fort parce que je crois que Charquet on a compris tout de suite, et Warren Barguil l'a compris qu'il n'avait pas les jambes ce jour-là. Ça arrive. Et puis il a dit bon. On t'emmène. Warren, il a passé un tout petit relais. Maxime Bouet a fait un énorme travail. Maxime Bouet, de toute façon, je pense qu'il sera dans l'équipe avec Quintana. Si Quintana joue la gagne, que ça soit au Tour de France, ou il sera dans l'équipe, parce que Maxime Bouet, c'est un élément essentiel pour un grimpeur comme Quintana. Il a été très très bon, je trouve. Voilà. Après, moi, mon inquiétude, c'est de me dire, il est très bon au mois de février. Est-ce qu'au mois de juin, il arrivera à tenir la forme aussi bien? Il y a un moment, il va falloir qu'il fasse une pause, Nairo Quintana. Je pense que ça sera au mois d'avril, parce que quand vous allez voir Warren Barguil dans l'équipe, on sait que Warren Barguil est quand même pas si mauvais que ça sur les classiques, comme Liège, comme la Flèche Wallonne. Donc, Quintana, c'est pas trop sa tasse de thé, les classiques. De toute façon, je pense pas que ce soit le coureur qui ici connaisse le mieux en histoire du cyclisme. Il aime le cyclisme, il aime rouler, mais l'histoire de son sport, je suis pas sûr qu'il la maîtrise excellemment bien. Donc, les classiques, pour lui, ça ne l'intéresse pas énormément. Il n'a pas une chance du placement exceptionnel. Quintana, c'est pas le coureur qui sait le mieux frotter, même si parfois il y va. Donc, moi, je considère que Warren Barguil sera sur les classiques et pas Quintana. Et Quintana, lui, ira sur le Tour. Ou sur la Vuelta, mais aura un trou dans sa saison à un moment. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une légère inquiétude sur l'état de forme qui me semble très avancé de Quintana, mais il a fait une très belle montée, ça c'est clair et net. On passe au deuxième coureur, je reprends ma petite fiche, c'est Benoît Cosnefroy, que j'ai trouvé très très bon aussi. Alors, AG2R, mon avis sur AG2R c'est mitigé, mais je trouvais que Benoît Cosnefroy a encore été une fois impressionnant sur l'étoile de Bessèges, où il a fait une attaque comme ça 3-4 minutes. C'est un des rares coureurs qui a cette capacité de tenir 3-4 minutes d'effort à haute intensité, vraiment. Il y a lui et Alaphilippe, ils ont vraiment cette particularité là, Alaphilippe avec encore plus de puissance, de vélocité, mais Benoît Cosnefroy c'est peut-être avec plus d'endurance, et parce que Alaphilippe, il est capable de tenir 3-4 minutes. Cosnefroy, j'ai l'impression qu'à certains moments, il est capable de tenir une dizaine de minutes à fond, quasiment. Et c'est là où il fait très très mal. Il avait déjà fait ça sur le Tour du Limousin l'année dernière, où il avait été assez grandiose, en attaquant également à 4 bornes de l'arrivée. Je me souviens, c'était la 3e étape, je crois me rappeler l'étape du samedi, où il avait attaqué comme ça, d'assez loin. Il avait tenu l'effort. Là encore, il a fait la même chose sur l'étoile de Bessèges, c'est-à-dire il part et puis personne n'arrive à le rattraper, et derrière il gagne l'étape.
il gagne pas la course parce que voilà, il y a un contre-la-montre qui était pas. Si, en plus, il gagne, je sais plus. S'il gagne l'étoile de Bessèges, j'ai un doute. Je raconte peut-être une connerie. Oui, parce que c'est des FDJ, je crois, qui gagnent. Mais il est quand même très fort, je trouve. Et je sais plus qui a gagné l'étoile de Bessèges. J'ai un trou. Hein. Marquez-le dans les commentaires. Je pense que je dois me gourer. Mais Benoît Cosnefroy, il a été très très fort. Moi, je l'ai trouvé très en forme sur l'étoile de Bessèges. Sur le Tour de la Provence, bon, c'était un peu plus difficile. Il y avait moins d'arrivées qui lui convenaient vraiment. Mais je l'ai trouvé très bon. Donc à lui de continuer comme ça. C'est une année où il doit montrer qu'il est capable de pouvoir gagner des classiques, je pense. Cosnefroy, c'est un coureur qui est totalement capable de gagner une Amstel. C'est vraiment totalement son profil. Qui est capable également d'aller chercher un Milan-San Remo, pourquoi pas également, parce que encore une fois, cette capacité à sortir tout le monde de sa roue, il y a peu de coureurs qui sont capables de le faire sur des bosses, on va dire de 4-5 km. Il y a lui, il y a la Philippe, et ils sont pas 150 quoi, des coureurs qui sont capables vraiment sur un changement de rythme de faire exploser tout le monde. Lui, il a cette capacité-là, et j'ai trouvé que oui, il avait fait une très très bonne étape et une très bonne étoile de Bessèges. Qu'il avait fait d'autres bonnes courses, mais je le trouve très en forme. On continue, on va essayer de faire une vidéo qui dure pas non plus 35 minutes. On continue avec NTT. J'ai fait longtemps sur Arkea, je pensais pas faire aussi longtemps sur Arkea. NTT, l'équipe désormais de Björn Riis. Alors, on a entendu polémique, Björn Riis, si vous connaissez pas l'histoire, si vous n'êtes pas un habitué du cyclisme depuis maintenant quelques années, Björn Riis c'était l'homme qui dirigeait la CSC, et donc Saxo Bank, qui s'est fait un peu virer quand il y a eu Oleg Tinkov qui est arrivé avec Contador. Donc voilà, il s'est retrouvé un peu dégagé de l'équipe qu'il avait lancé. Et ensuite, cette année, il a repris NTT, mais avant, Björn Riis, c'est un coureur cycliste qui a remporté le Tour de France 96, mais qui était dans l'équipe T-Mobile, comme Jan Ullrich l'année d'après en 97, qui a remporté également le Tour de France. Et l'équipe T-Mobile pratiquait le dopage à haute intensité, comme l'US Postal, avec un peu les mêmes méthodes que l'US Postal, mais ça m'a toujours fait marrer que Lance Armstrong on les bannit du cyclisme, alors que des mecs comme Björn Riis qui ont avoué tardivement, parce qu'ils ont avoué après la durée de prescription. Ils ont avoué en 2011-2012 qu'ils s'étaient dopés avec Jan Ullrich, ne soient toujours pas bannis du cyclisme. Mais bon, ça après, c'est les vieux démons du cyclisme avec le dopage. C'est toujours assez étonnant, je trouve. Surtout que c'est des coureurs qui se dopaient vraiment quasiment pendant toute leur carrière. En plus, à la CSC, les débuts de la CSC, pendant les 2-3 premières années, il y a au moins 4-5 coureurs par an qui se faisaient choper pour dopage. Il y avait eu Jakob Piel, il y a plein de Danois et de coureurs qui s'étaient fait choper pour dopage. Il avait pris Ivan Basso également, quand il s'était fait suspendre. Il y avait eu un Imbroglio, il l'avait repris dans l'équipe. Enfin voilà, avec Ivan Basso, il y avait eu tout un problème. Mais il y a eu beaucoup de coureurs dopés dans cette équipe CSC. Et c'est vrai que le voir chez NTT, c'est un peu les vieux démons qui ressortent de dopage. Mais il faut le dire, l'équipe a fait un bon tour de la Provence, une belle étoile de Bessèges également. Moi j'ai aimé Doun, voilà, qui a fait. L'étape qu'il remporte, c'était. C'est vraiment en partant de très loin, en tentant un coup, donc avec Edouard Doun qui part en échappée tout seul, et puis après il est rattrapé. Il y avait Boissonhagen, il y avait qui d'autre, je reprends ma fiche de coureur. Il y avait c'était Kort Nielsen, non, c'était pas Kort Nielsen, je confonds toujours, Michael Valgren, voilà, qui était là-dedans, et puis je sais plus qui était le quatrième coureur. Mais voilà, ils sont partis à 4 coureurs et puis ils ont fait vraiment une très très bonne course et non, vraiment très bon. Pozzovivo, on l'a moins vu sur le Tour de la Provence, mais il revient de blessure, il a eu une grosse chute, voilà, qui l'a handicapé pendant très longtemps. Domenico Pozzovivo, on pensait même pas qu'il allait revenir, il y avait un moment un doute sur sa retraite, parce que c'est quand même quelqu'un qui est né en 82. Donc voilà, il commence à avoir un petit âge, il a 38 ans cette année. Donc bonne équipe, moi j'ai trouvé. Et surtout, j'ai vu d'autres intentions que depuis 2 ans où l'équipe, je me rappelle, l'équipe NTT, c'est l'ancienne équipe Dimension Data, où
2 dernières années de Dimension Data, on se demandait ce qu'il foutait en World Tour. C'est-à-dire que l'équipe n'avait pas le niveau d'être en World Tour, ils misaient tout sur Cavendish, sauf que Cavendish, il n'était pas en très grande forme. Et puis, tous les coureurs qui avaient été un petit peu performants dans cette équipe avaient un niveau catastrophique. C'est-à-dire que moi, je me souviens du coureur anglais Stephen Cummings, qui avait un niveau de merde sur les 2 dernières années, il a pris sa retraite, mais même Lumentiès, Kreuziger, on l'avait peu vu sur le Tour de France, il faut s'en rappeler, Nizzolo, un niveau aussi qui n'était pas son niveau du côté de la Trek. Enfin, l'année dernière, vraiment, l'équipe était à un niveau très moyen. Vermote également, qui était sur les classiques, qui était complètement absent. Donc cette année, on a une équipe d'un meilleur niveau. Je crois qu'ils ont... C'est pas la meilleure équipe sur le papier, mais il y a des coureurs intelligents. Pozzo Vivo, c'est un coureur qui est très intéressant pour remporter des victoires d'étape. C'est pas le mec qui va te remporter un général. Kreuziger, s'il est à son niveau, il peut faire des bonnes choses. Et puis, ils les ont entourés de coureurs, je dirais, comme Gasparotto, qui sont quand même des très bons punchers. Victor Campana-Hertz, le coureur qui adore le contre-la-montre, et puis Boasson-Hagen, un Boasson-Hagen au top de sa forme, c'est un Boasson-Hagen qui est très difficilement battable. Donc voilà, j'ai trouvé que cette équipe avait été intelligente, et aussi elle essaie d'avoir beaucoup de jeunes, donc voilà, c'est des choses qui me plaisent. Et puis on passe maintenant aux équipes qui sont moyennes, on va aller très rapidement sur les équipes moyennes. Groupama, parce que on les a... Alors j'ai oublié Bahreïn dans les équipes au top parce qu'ils ont fait un bon Saudi Tour. Surtout Cavendish s'est mis au service de Phil Bauhaus, et ça peut être intéressant parce que Cavendish a plus l'air d'avoir la capacité d'être très très bon en sprint, et Phil Bauhaus est quand même pas un mauvais sprinter du côté de la Bahreïn. Et surtout la Bahreïn, c'est quand même une équipe qui a Colbrelli, donc voilà, potentiellement il y aurait des possibilités, voir Mark Waller, voir Henry Chassler, donc voilà, ils ont pas mal de très bons coureurs avec des très très bonnes pointes de vitesse. Et puis donc on passe aux équipes moyennes, donc il y a la Groupama FDJ, parce que sur le Tour de la Provence, il faut le dire, on a peu vu Thibaut Pinot et David Gaudu, mais en même temps on a vu des très bons jeunes là sur le tour, l'étoile de Bessèges, pardon, où il y a eu vraiment des très très bonnes choses. Donc voilà, ils ont enchaîné le moins bon et le bon, avec des coureurs qui, je trouve, ont roulé quand même magnifiquement bien, dont Antoine Duchesne qui a vraiment roulé très fort. Voilà, le petit Alexis Brunel et le petit Kevin Geniez qui sont des néo-pros, ils font vraiment bonne impression pour le moment. Donc ça, je trouve ça. Et puis Romain Bardet également, qui est sur le Down Under, n'a pas été exceptionnel, et que je n'ai pas vu non plus au top. On passe aux équipes vraiment... inquiétante sur ce début de saison. Il y a la Jumbo-Visma. Pourquoi la Jumbo-Visma ? Parce que on n'a pas vu les leaders de cette équipe, et que tous les leaders, Kruijswijk est blessé, Wout van Aert, il fait sa saison de cyclocross, mais il n'a pas été exceptionnel sur sa saison de cyclocross depuis sa blessure sur le Tour de France. J'ai l'impression qu'il a quand même un petit peu du mal à s'en remettre. Georges Bennett, on ne l'a pas vu. Rezink, sur le Tour de la Provence, il s'est fait exploser il a essayé de suivre Quintana dans la montée sur son attaque au Chalet Renard à 7 km de l'arrivée, et puis il s'est fait exploser. Groenewegen, là il vient de remporter une course, mais sinon pour le moment on ne l'avait pas vu non plus. Dumoulin également, totalement transparent. Et puis Primož Roglič également absent. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de leaders, qui a beaucoup d'ambition sur les tours. Ils veulent concurrencer Ineos, très clairement, vu l'effectif ils peuvent le faire. Mais c'est quand même inquiétant de voir tous ces coureurs-là absents, surtout que Tom Dumoulin, on ne l'a pas vu depuis le Giro, on ne sait pas son état de forme, ses problèmes de genoux. Voilà, enfin ça on l'avait vu sur le Dauphiné, mais le Dauphiné n'était vraiment pas à son niveau. Enfin c'est inquiétant pour moi. De ne pas les voir au mois de février, et en sachant qu'ils ont beaucoup d'ambition, que c'est une équipe qui a mis beaucoup de moyens, qui a mis beaucoup d'argent, les sponsors ont mis beaucoup d'argent, et pour le moment on les voit pas vraiment. Total Direct Energy, alors certes vous avez Nicolo Bonifacio qui a fait un bon Saudi Tour, mais pas aidé par ses équipiers qui ont jamais réussi à faire un train exceptionnel tous les jours. Il y a eu un problème de régularité sur le train de Bonifacio, qui je trouve était un peu dommage. Et puis Calme Jeanne sur l'étoile de Bessèges, les premières étapes de l'étoile de Bessèges, il y a du vent à 80 km/h, ce fait qu'il y a un groupe d'une trentaine de coureurs qui sort devant, avec Calme Jeanne par contre.
je sais pas pourquoi, c'était un circuit. Donc vous voyez, un circuit, il y a un moment où vous avez le vent de côté, il y a un moment où vous avez le vent de dos, il y a un moment où vous avez le vent de face. Quand il y a du vent à 90 km/h, ça sert à rien d'attaquer vent de face. Parce que vous n'allez pas prendre d'avance sur du plat. Qu'a fait Lilian Calmejane? Il a attaqué vent de face. Il est sympathique, Calmejane, mais va falloir vraiment qu'il s'achète de l'intelligence de course à certains moments. Et puis, Calmejane, autant les années précédentes, en début de saison, il était bon, et puis après, ça s'est écroulé sur la suite de la saison. Autant là, il était même pas bon sur l'étoile de Bessèges. Donc c'est inquiétant vraiment sur la suite de la saison. À part s'il a enfin réussi à comprendre qu'une saison c'est 10 mois quasiment et qu'il faut être performant. Si on veut être performant au mois de juillet, c'est compliqué quand on est ultra en forme au tout début de l'année. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, pour moi, Calmejane, il n'est pas au top. Et il est sympathique, mais voilà. Et puis dans cette équipe, en plus, Total Direct Energy, il y a... Bon, on se repose quand même sur 2 leaders. Simplement, c'est Bonifacio et puis c'est Terpstra. Parce que à côté, Taramae, c'est pas non plus, il est plus au top de sa forme, je dirais. Et puis derrière, t'as pas non plus de grands coureurs vraiment forts. Ça veut dire que c'est vraiment des équipiers. Tu dis, l'équipe est quand même faible, vu le budget qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que Geoffrey Soupe, c'est un bon lanceur, hein, mais il est là pour Bonifacio, donc on se repose vraiment que sur deux têtes d'affiche. Il va falloir gagner des étapes dans des échappées. Et puis 2 dernières équipes, Israël Startup Nation, parce que on les a pas vus. Ils étaient sur les courses, mais on les a pas vus. Et puis en plus pour une équipe World Tour, là aussi c'est pas incroyable comme effectif, c'est pas avec Rick Zabel ou avec Hofstetter. Il est sympa Hofstetter, mais pour moi c'est pas un sprinter qui va faire des top 5 sur un grand tour. Donc voilà, je suis un peu inquiet quand même. Et puis la Sunweb, parce que on a vu un petit peu Kelderman, mais l'équipe est quand même très 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 faible, quoi. Aussi pour du World Tour. Alors ils ont beaucoup de néo-pros, mais bon, ça, dont un qui est né en 2000, qui s'appelle Ilan Van Wilder, avec mon petit accent belge de merde, mais ils ont quand même une équipe. C'est pas avec Nicolas Roche et Wilco Kelderman que tu vas faire des bonnes performances sur les grands tours. Donc à part Michael Matthews, c'est vraiment très très faible. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si j'ai parlé beaucoup d'Arkea Samsic en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous voulez que je parle, je sais pas, de Cofidis. J'ai pas parlé de Cofidis. Viviani a été très bon sur le Down Under. J'ai pas parlé non plus de BNB Hotel, donc voilà, il y a plein d'équipes dont je n'ai pas parlé, donc si vous voulez que je donne mon avis, je peux le donner dans les commentaires. De toute façon, je lis toujours les commentaires, même si c'est 3-4 jours après. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!